janginoɓe ɓe noddi dingiral fuutankoɓe ngare notode e yo ngare notode jonkani dingiral ki koɗo mbayrunomi komin watunoɓe aadi mbimi to fijjiɓe naati kila sigeguino faade mangal pigirloj holto yidde wumɓe hol foto mum. Bonjour, je m'appelle Monsieur Senghor, professeur de philosophie au lycée de Kanel. Alors j'ai prévu de vous présenter un cours de philosophie qui porte sur l'État. Je rappelle que nous sommes dans le domaine 2 du programme de philosophie sénégalais, et précisément dans l'axe majeur numéro 5. Ici, l'intention, ce n'est pas d'éplucher de fond en comble toute la notion, mais de procéder à une présentation succincte de la notion parce que c'est une vidéo alors. L'exposé porte sur ce plan détaillé qui s'articule autour de 4 parties: la définition de l'État, la question des origines de l'État, les différents types d'État et enfin les critiques de l'État. Alors, dans la première partie, où il s'agit de définir l'État, j'ai prévu d'avancer ici 3 formes de définition qui gardent une légère nuance. Définition numéro 1 de l'État. L'État est une communauté juridique, c'est-à-dire un ensemble d'individus soumis à une même législation, à une même autorité politique. Ici, l'intention que j'ai, c'est de mettre en exergue un peu le caractère législatif, si je peux le dire ainsi, relatif donc à l'élaboration d'un ensemble de lois dans l'organisation de l'État. Dans la définition numéro 2, l'État peut être défini comme un ensemble d'institutions politiques, juridiques, administratives, économiques, exerçant un pouvoir et une autorité sur une communauté humaine donnée à l'intérieur d'un territoire délimité par des frontières naturelles ou artificielles. Alors, dans cette définition numéro 2, j'essaie un peu de mettre en relief les éléments constitutifs de l'État, c'est-à-dire que pour qu'il y ait un État, il faut qu'il y ait un pouvoir politique, il faut qu'il y ait une communauté, donc le peuple, mais il faut aussi et surtout qu'il y ait un territoire, c'est-à-dire un espace géographique délimité, comme je l'ai précisé ici, par des frontières qui peuvent être naturelles ou artificielles. Je précise toujours qu'une frontière est naturelle si elle est délimitée par un phénomène naturel, tel que des montagnes, un fleuve, la mer, l'océan, etc. Elle est dite artificielle si elle est seulement conventionnelle. En réalité, il est important donc, pour comprendre l'État, de comprendre aussi les éléments constitutifs d'un État. Dans la définition numéro 3, l'État est une société organisée et a des institutions et organes politiques, administratifs, juridiques et un gouvernement. En réalité, cette définition permet un peu de comprendre que l'État est différent de la société, même s'il est possible d'en établir un rapport
car on sait qu'en réalité, l'État est une amélioration de l'organisation sociale. Ce qui fait que il est possible de ce point de vue de pouvoir retenir que l'État peut être défini comme l'ensemble des institutions organisées et le gouvernement. Et c'est pourquoi dans cette définition numéro 3, j'ai fait allusion à une société organisée. Dans le grand 2, il s'agit ici de faire allusion aux origines de l'État. Je précise que la question des origines de l'État est une question controversée. Les avis sont partagés. Deux thèses majeures s'affrontent sur la question de l'origine de l'État. Il y a la question de l'origine naturelle. Il s'agit de l'avis selon lequel l'État est le résultat d'un processus naturel et nécessaire de l'évolution des sociétés humaines. En réalité, d'après ce point de vue, l'État a une origine naturelle. Ce point de vue peut être trouvé chez Aristote, qui, en définissant l'homme comme un zoon politikon, le présente comme un être naturellement destiné à vivre avec ses semblables. Dans ce cas de figure, il ne serait pas envisageable de voir ou de trouver un être humain qui vivrait en dehors de la société, ou si vous voulez, en dehors de l'État. Dans politique, il le précise d'ailleurs, en substance, Aristote pense qu'un être sans cité est soit une bête, soit un dieu. Donc il y a ce point de vue qui défend donc l'origine naturelle de la société. Mais comme je l'ai dit, il y a aussi un autre point de vue qui défend l'origine contractuelle de l'État, en d'autres termes, l'origine artificielle de l'État. Il s'agit de cet avis qui pense l'origine de l'État dans une convention originaire entre les hommes, par laquelle ceux-ci renoncent à une partie de leur liberté en échange de lois garantissant la perpétuation du corps social. Alors, ce point de vue peut être trouvé chez les théoriciens du contrat social, parmi lesquels Rousseau, qui pense que c'est un contrat qui est fondateur de l'État. Cela veut dire aussi que l'État n'a pas toujours existé. Voilà pourquoi chez les contractualistes, nous avons l'idée de l'état de nature, qui est ce moment-là sans société, ce moment-là donc que les hommes ont eu à vivre avant la création de la société. C'est donc pour sortir de l'insécurité de l'état de nature, pour ne pas entrer dans les détails, que les hommes ont décidé, à partir d'un contrat social, de s'organiser et donc de créer la société. Voilà pourquoi il y a autour de la question de l'origine de l'État cette controverse. Par rapport à ce point de vue, pour passer à l'étape suivante, il est possible de toutes les façons de comprendre que le pouvoir politique, donc, n'a pas une origine naturelle, il émane des hommes. Et c'est cela qui nous amène à comprendre que ce pouvoir politique est différemment organisé. C'est l'objet de la partie suivante, le grand 3 qui porte sur les types d'État. En réalité, dans tout État, il y a un rapport entre le pouvoir politique et le peuple.
C'est à travers ce rapport-là qu'il est possible de comprendre le type d'État qu'on a. Parmi les types d'État, il y a ce qu'on appelle la démocratie. C'est un régime politique dans lequel le peuple, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens, détient la souveraineté. La démocratie, c'est alors le pouvoir du peuple. Ce type d'État est théorisé par Rousseau et Montesquieu lui donne deux principes fondamentaux. L'élection au suffrage universel et la séparation des pouvoirs. Mais il y a aussi l'absolutisme. C'est une gestion autoritaire du pouvoir politique centrée entre les mains d'un seul individu. L'absolutisme peut alors être défini comme un type de pouvoir détenu par une seule autorité. Ce système politique est théorisé par Thomas Hobbes dans son ouvrage intitulé Léviathan, où il explique les caractéristiques du souverain en tant qu'un être suffisamment fort pour pouvoir dissuader et intimider les individus à respecter la loi. Parce qu'en réalité, dans le pessimisme anthropologique de Hobbes, il pense que l'homme est par nature méchant et égoïste. Il faut un pouvoir coercitif pour les amener à respecter les lois établies. Mais il y a un autre système, le libéralisme, qui en quelque sorte s'oppose à l'absolutisme, en tout cas tel que le philosophe anglais John Locke en parle. Le libéralisme est un système politique qui fait de la liberté individuelle, défini comme un droit naturel, la valeur suprême que toute collectivité humaine doit garantir et promouvoir. Autrement dit, le libéralisme peut être donc défini comme un type d'État, un système politique qui reconnaît donc les libertés individuelles. En réalité, ce système est théorisé par John Locke pour qui cette liberté individuelle est indispensable pour tout citoyen afin de se protéger et de résister si toutefois l'État tente d'abuser de son pouvoir. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle le droit à la désobéissance civile. Parce qu'en réalité, le but de l'État, c'est de servir le peuple, de garantir donc la sécurité, la paix et la liberté de tout le peuple. Et cette idée, il faut le préciser, n'est pas partagée par tout le monde, et c'est cela l'objet de la partie suivante. Les critiques de l'État. En réalité, je viens de dire que pour Locke, par exemple, et pour pratiquement tous les contractualistes, le but de l'État, c'est la liberté de tout le monde. C'est la paix et la sécurité de tout le monde. De ce point de vue, l'État, en principe, est au service du peuple. Dans la critique de Marx, c'est le contraire que nous remarquons. Selon lui, l'État est au service d'une classe sociale, la classe bourgeoise.
Il favorise ainsi l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est comme qui dirait, au lieu d'être au service du peuple entièrement, l'État, avec toute la force commune, se met au service de la classe dominante et lui permet de maintenir sous domination et sous l'exploitation la classe des prolétaires. Voilà pourquoi Marx critique l'État et préconise sa disparition. Dans la critique anarchiste, c'est approximativement la même chose que l'on remarque, parce que l'anarchisme aussi s'oppose à toute forme d'État, à toute forme d'autorité. L'anarchisme considère l'État comme une contrainte aux libertés individuelles et s'oppose ainsi à toute forme d'État ou d'autorité. L'anarchisme préconise donc l'État du non-État. Je tiens à préciser que même si pour les anarchistes, l'État n'est pas nécessaire parce que les hommes peuvent se conduire par eux-mêmes, il est important de préciser que l'anarchisme est à différencier du désordre. En réalité, l'homme étant doué de raison peut se conduire même à l'absence de l'État. Et parce que pour les anarchistes, l'État est une menace aux libertés individuelles, et par extrapolation, toute autorité transcendante est une menace pour les libertés individuelles, Jean Grave stipule ni maître ni Dieu. En quelque sorte, l'anarchisme s'oppose donc à toute forme d'autorité afin que l'homme puisse jouir convenablement de sa liberté. Voilà l'essentiel de la présentation. Je vous remercie. Ko woni ton ko wona men ngare nguppi tek me diniral men kange